Je ne vais pas vous parler de société, contact, opportunité, offre, tout ce que vous voulez, mais d'un tout autre sujet, qui est un sujet pour lequel je suis très passionné et qui est lié à un petit jeu que vous connaissez sûrement, qui est le jeu d'échecs. C'est un jeu qui se joue sur un échiquier avec 64 cases, avec des pions, avec le roi, la dame, les fous, les cavaliers et les tours. Et le but du jeu est de faire échec et mat du roi adversaire. Donc c'est un jeu très très populaire depuis plusieurs siècles, en fait, depuis le XVIe siècle, je crois. Et il est toujours aussi populaire aujourd'hui. Et j'ai été impliqué en tant que joueur d'échecs, mais surtout en tant que développeur d'un logiciel d'échecs, ce qu'on appelle un moteur d'échecs. C'est quoi? C'est un programme dans lequel on encode une position et qui répond avec le meilleur coup à jouer dans la position. Et donc, si on fait ça d'affilée, eh bien, le moteur d'échecs peut jouer une partie d'échecs. Et ce genre d'idée d'avoir un logiciel qui peut jouer aux échecs existe déjà depuis très longtemps. C'est depuis plusieurs siècles également. Notamment au XVIIIe siècle, il y a eu un parcours très célèbre de ce qu'on appelait le Turc mécanique, qui est une poupée qui jouait aux échecs sur un bureau et qui a fait le tour d'Europe pendant des années et qui jouait très bien aux échecs et qui battait des joueurs très forts. Et donc en fait, évidemment à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, donc de notre point de vue, il était évident qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du bureau. Et donc, à l'époque, il a fallu quand même plusieurs années avant que tout le monde se rende compte qu'en fait, qu'il y avait donc un joueur assez fort à l'intérieur du bureau qui pilotait la poupée avec un système de ficelles et qui voyait l'échiquier avec à travers des miroirs. Donc aujourd'hui, heureusement, on ne doit plus utiliser ce genre de mécanisme. On peut réellement créer des logiciels qui jouent aux échecs. Et donc, en fait, j'ai été impliqué dans ce système depuis ma jeunesse, depuis les années 80. Et pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai fait l'échec en compétition. Et en même temps, je découvrais la programmation. Et donc, si on lit A à B, on obtient un logiciel d'échecs. Et donc, juste pendant 20 ans, j'ai fait ça comme hobby, j'ai créé des moteurs d'échecs. La création de mon moteur d'échecs compétitif, que j'ai fait en 2010, en fait, est liée aussi à la naissance d'FICI. Donc, en 2005-2006, j'ai participé à la création du logiciel FICI. Et donc, cette période créative m'a laissé épuisé en 2008. Et donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à FICI pour me consacrer à des choses un peu moins compétitives. Et finalement, je suis quand même tombé dans un truc très compétitif, qui est donc un moteur d'échecs. Donc, j'ai fait ça en 2010. Et donc, au départ, c'était un produit gratuit, mais au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je devais passer beaucoup de temps à le développer et à le maintenir, que je l'ai transformé en produit sur le marché, un produit compétitif qui était vendu. Et donc, j'ai continué à l'améliorer, et en 2012, j'ai sorti Houdini 3, qui est finalement peut-être la version la plus importante que j'ai jamais faite, parce qu'à l'époque, c'était clairement le meilleur moteur du monde, le meilleur programme d'échecs du monde. Et donc, j'ai continué à développer des versions jusqu'en 2017, jusqu'à l'année passée. Et j'ai sorti ce que moi, je crois, sera la dernière version d'Houdini, Houdini 6. Et après, j'ai à nouveau rejoint FICI pour me consacrer alors au développement d'FICI 11 et maintenant à l'intégration des deux produits FICI et IDIL dans le nouveau projet qui est annoncé, qui est le projet Unity, dans lequel on va joindre ces deux produits.
Donc l'échec est un sport assez populaire. Dans le fond, vous voyez les visiteurs que j'ai eus sur mon site web d'Houdini depuis 2010. Et vous voyez que, en fait, c'est le monde entier. Partout où il y a l'Internet, les gens jouent aux échecs. Et donc, j'ai vraiment des utilisateurs de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Alaska et de l'Argentine jusqu'au Japon. Donc, c'est assez incroyable. Moins dans le pôle Nord, quand même. Et oui, le pôle Nord, enfin, pas. Peut-être une connexion par satellite. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs d'Houdini, donc partout dans le monde. Il y a même des joueurs très très forts qui l'utilisent, entre autres les deux joueurs que vous voyez dans la photo, que vous ne connaissez peut-être pas, mais donc, à droite, il y a le champion du monde actuel, qui est le Norvégien Magnus Carlsen, et face à lui, son adversaire russe, Sergei Karyakin, qui l'a donc battu en 2016. Et donc, même ces joueurs profitent de l'utilisation d'un moteur d'échecs. Pourquoi? Parce que tout simplement, les moteurs d'échecs actuels sont beaucoup plus forts que les joueurs humains. Et donc, ils l'utilisent donc, pour analyser leurs parties, pour s'entraîner, pour préparer les ouvertures. Et donc, ils font ça, eux font ça, mais également donc, un joueur compétitif dans un club que vous retrouvez ici dans l'arrondissement, eh bien, tous ces gens-là vont utiliser un moteur d'échecs pour s'entraîner. Pour vous donner une idée plus précise, plus claire de à quel point les moteurs d'échecs sont plus forts que les joueurs humains, j'ai mis un petit tableau avec ce qu'on appelle les rankings Elo des joueurs d'échecs. Si vous allez dans un club d'échecs, vous allez retrouver beaucoup de joueurs de l'ordre de 1600 Elo, et peut-être quelques très bons joueurs de l'ordre de 2200 Elo. Un joueur professionnel, un grand maître, il sera aux alentours de 2600. Et le champion du monde, les deux gens que vous avez vus à la photo au slide précédent, sont aux alentours de 2800. Eh bien, les moteurs d'échecs dépassent largement ça et ils se trouvent plutôt à 3200, 3300, jusqu'à 3500 Elo. Donc c'est un gouffre énorme qui pose des problèmes, évidemment, parce que vous pouvez exécuter ces moteurs d'échecs sur vos téléphones. Donc vous avez un téléphone, vous chargez un logiciel d'échecs, il y en a même pas mal qui sont gratuits, et du jour au lendemain, vous avez donc un petit moteur qui est beaucoup plus fort que le champion du monde humain. Et ça pose un problème important dans les tournois d'échecs. Si je suis en train de jouer et puis je vais aux toilettes et je sors mon téléphone, je rencontre rapidement la position, et bien j'ai tout de suite un conseil d'un joueur qui est plus fort que le champion. Donc c'est un réel problème dans les tournois. Et donc c'est également un réel problème pour ces gens-là quand ils jouent leur match. Ils ne peuvent pas entrer en contact avec le public. Donc ils sont enfermés dans une cage et ils ne voient pas le public. Parce qu'évidemment, le public, vous avez votre téléphone, vous tournez Houdini sur votre téléphone, et quand on joue, eh bien, vous voyez tout de suite les erreurs qui se passent. Et si je peux vous voir, vous pouvez me faire signe, et vous pouvez donc influencer la partie. Et donc, il s'est fait alors que donc, on enferme ces gens pendant ce match dans une cage, dans une pièce sans public, et que si jamais un des deux joueurs commet une gaffe et fait une grosse bêtise, le monde entier est laissé tout de suite, parce qu'après 5 secondes, tout le monde voit l'analyse faite par les moteurs, et les seuls joueurs du monde qui ne savent pas ce qui se passe, ce sont ces deux-là qui sont dans cette pièce enfermée. Donc c'est un peu spécial, mais rien à faire. Cette puissance des moteurs d'échecs n'est pas venue du jour au lendemain. Il a quand même fallu à peu près 40 ans pour arriver au point qu'on est aujourd'hui. Donc en 1980, on faisait tourner déjà des logiciels d'échecs, mais alors sur des ordinateurs, des mainframes gigantesques, donc qui occupaient toute la pièce ici.
Et à l'époque, on arrivait à un niveau relativement correct, mais encore pas très bon. Donc, à l'époque aussi, on considérait que le fait de pouvoir bien jouer aux échecs, c'était lié à l'intelligence humaine. Et donc, à l'époque, les échecs étaient considérés comme une preuve d'intelligence ou d'intelligence artificielle. À l'époque, on était tout content que le cerveau humain était encore beaucoup plus puissant que le logiciel d'échecs. Et donc, à travers des 40 ans qui se sont écoulés depuis 1980, les logiciels d'échecs se sont rapprochés du champion du monde humain. Il y a eu un match célèbre en 1896 et 17 entre Garry Kasparov, qui était le champion du monde à l'époque, et Deep Blue, qui était le moteur d'échecs développé par IBM. Et donc à l'époque, ils étaient encore de force à peu près égale, mais depuis lors, même donc les programmes sur un ordinateur ou même les programmes sur un téléphone sont devenus beaucoup plus forts. Et la question qui se pose alors, maintenant que votre téléphone sait jouer nettement mieux aux échecs que vous et que même le champion du monde humain, est-ce encore de l'intelligence artificielle, les échecs, ou les logiciels d'échecs? Donc c'est une question ouverte, et pour pouvoir y répondre, en fait, il faudrait définir ce que c'est exactement l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque part l'idée qu'on essaye d'imiter le cerveau humain et la capacité du cerveau humain à faire quoi? À faire quoi exactement? En général, on trouve deux définitions, ou deux éléments de la définition. Le premier élément de toute approche intelligente, c'est qu'on parvienne à résoudre un problème. Et le deuxième élément, c'est que en essayant de résoudre un problème, qu'on apprend quelque chose. Que l'objet qu'on veut qu'il soit intelligent apprenne quelque chose, soit parce que ça a réussi, soit parce qu'il y a eu un échec, et va améliorer son approche la prochaine fois. C'est un domaine qui bouge, l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est une constante dans ce secteur, c'est que, en général, on trouve que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'on n'est pas encore parvenu à faire. Une fois qu'on a accompli quelque chose, très souvent, on le sort du domaine de l'intelligence artificielle parce qu'on considère que ça devient une technologie connue, accomplie, approuvée. Et donc, il y a comme ça un cliché dans le domaine de l'AI qui est que AI is whatever hasn't been done yet. Donc, c'est tout ce qu'on n'est pas encore parvenu à faire. Et donc, si je reviens à mon moteur d'échecs, est-ce l'intelligence artificielle? Si je l'avais sorti en 1980, tout le monde aurait dit oui. Maintenant qu'on est 2018, la réponse est un peu moins claire parce que, en fait, les moteurs d'échecs classiques, ils parviennent bien à résoudre un problème, qui est de jouer un coup sur un échiquier, mais ils n'ont pas beaucoup de processus d'auto-apprentissage intégré. C'est le cas d'Houdini, c'est le cas de ses concurrents majeurs, qui sont Komodo, Stockfish, il y a plein de moteurs d'échecs. Donc tous ces moteurs d'échecs, en fait, dépendent principalement de leurs concepteurs et qui implémentent des algorithmes, qui implémentent des petites règles d'or ou qui implémentent des idées, mais le progrès est surtout poussé par le concepteur du logiciel. Et donc, ça a été le cas pour tous les moteurs d'échecs classiques. Jusqu'en novembre de l'année passée, quand Google a sorti son moteur d'échecs, son logiciel d'échecs, qui s'appelle AlphaZero. Et en fait, ça a été une toute autre approche. C'est un logiciel qui est basé sur des réseaux neuronaux et à qui on a appris simplement les règles du jeu d'échecs et puis l'objectif du jeu d'échecs qui est de mater le roi. Et puis Google
a fait jouer un nombre de parties assez incroyable. Je crois que c'est à peu près 50 millions de parties pour que le programme apprenne de lui-même les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment évaluer les positions, comment rechercher dans les positions. Et donc, ils sont parvenus donc, à créer ce logiciel, ils ont fait beaucoup de publicité autour, et aujourd'hui, donc, ce logiciel qui donc, a commencé avec zéro connaissance, joue à peu près au même niveau que les meilleurs moteurs d'échecs classiques, comme Houdini. Donc c'est assez incroyable de savoir que, en commençant avec une boîte qui connaît simplement les règles, qu'au bout de quelques jours, parce que Google a mis les ressources nécessaires pour jouer ces 50 millions de parties, mais au bout de quelques jours, ils sont arrivés donc à un niveau qui finalement correspond à plus ou moins 5 ans de travail et à 20 ans de partage d'informations et de techniques dans le monde de programmation de ces logiciels. Donc c'est ça la puissance d'une approche d'intelligence artificielle, mais donc il faut se rendre compte du coût. Le coût, c'est que Google a pu le faire, mais personne d'autre n'a pu le faire. Parce que Google a déployé donc une force de calcul incroyable dans leur data center, et donc est parvenu donc à créer une montagne de données, les 50 millions de parties, qui permettent justement donc au moteur IA d'avancer. Depuis quelque temps, depuis un an ou deux, on parlait également beaucoup de l'IA dans le monde du CRM. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous. Et l'idée était évidemment que le CRM puisse interagir de façon intelligente avec ses utilisateurs, qui puisse prendre des initiatives pour améliorer l'efficacité et la productivité et le taux de réussite de ce que vous faites dans le logiciel. Comme pour le moteur d'échecs, il y a deux approches possibles. Il y a donc l'approche Google, dans laquelle donc, on met des ressources hardware. Et donc, dans la présentation à Bruxelles, j'avais une photo des hardware utilisés par Google, mais je crois qu'elle ne figure pas. Et donc c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont mis comme hardware. Donc c'est l'approche force brute, ou bien on peut faire une approche un peu moins onéreuse et un peu moins coûteuse aussi en temps de développement, qui est ce que moi j'appelle la pseudo-IA, hein, qui est l'approche similaire à ce que j'ai fait dans Houdini, donc un ensemble d'algorithmes intelligents, un ensemble de règles d'or qui ne proviennent pas d'une boîte noire, d'un système de règles qui invente tout, mais qui viennent d'une interaction avec le public cible, avec les utilisateurs. Et donc c'est plutôt cette approche-là qu'on va développer dans les 2 à 4 ans à venir dans FIC et IDI. Et c'est là que pour moi, en tant que directeur du R&D, je suis ravi du rapprochement de ces deux entreprises, parce que, de mon point de vue, ça double les effectifs qu'on peut mettre en œuvre dans cette approche-là. Et donc, on va développer un ensemble de petits éléments, de petits modules intelligents. J'ai cité 2 exemples, mais je pourrais en citer bien une vingtaine ou une trentaine. Donc, par exemple, un des exemples classiques, c'est la création d'un module Next Best Action. Donc, quelle est la meilleure action qu'un utilisateur puisse faire quand il se trouve quelque part. Et on pense typiquement à un vendeur qui a un ensemble de prospects, qui a un ensemble de dossiers en cours. Quelle est pour lui l'action la plus efficace qui va produire le plus de résultats dans l'ensemble? Sur un ensemble de critères, par exemple aussi de la localisation du commercial. Et bien, si je me trouve à Lyon, eh bien, je vais bien pouvoir visiter des prospects à Lyon et pas des prospects à Brest, par exemple. Un autre module qui sera très intéressant, c'est un module d'analyse des tâches répétitives.
Pour le faire, on doit évidemment analyser ce que fait l'utilisateur, donc ça nécessite un enregistrement assez détaillé de ce qu'en font les utilisateurs. Et sur base de ces enregistrements, on va proposer des actions. Par exemple, un truc répétitif, j'ai 15 actions d'une société pour lesquelles je dois modifier l'adresse email parce que l'entreprise a changé d'adresse email. Voilà, le cas des deals sera peut-être réel où les gens des deals vont également recevoir une adresse fsi.com. Ce serait bien que votre logiciel vous dise que au bout du 3e contact que vous avez modifié, qu'il se rend compte que vous êtes en train de modifier les adresses email d'une série de contacts, qui vous propose d'automatiser ça et de faire ça. Ça, c'est un exemple aussi qui sera bien utile. Voilà, je suis plus ou moins arrivé à la fin de la présentation. Donc, on est parti d'un moteur d'échecs pour arriver finalement dans l'intelligence artificielle d'un logiciel de CRM. C'est un sujet très vaste, on pourrait en parler pendant des heures, et malheureusement, dans cette séance, on n'a pas réellement le temps ni l'envie. Mais il est clair que donc c'est un sujet à suivre. Je suis sûr que si on se voit encore l'année prochaine, eh bien on pourra déjà vous présenter des résultats concrets des opérations qu'on va faire dans ce domaine. Et donc il est clair que donc faire un vrai IA reste encore un rêve, mais on espère quand même de pouvoir s'y approcher en étant un peu plus intelligent et en ayant un bon retour de nos clients. Et ensemble, je crois qu'on pourra clairement dépasser la situation actuelle et améliorer votre système. Merci beaucoup.